Donc G comme gilet jaune. Alors c'est un thème qui peut peut-être un peu surprendre aujourd'hui dans la mesure où les gilets jaunes ne sont plus au cœur de l'actualité médiatique. On entend parler un petit peu encore du Covid, de la guerre en Ukraine, mais pas des gilets jaunes. On est à une époque où le mouvement semble plutôt tari, même s'il reste encore des personnes qui se définissent comme gilets jaunes, portent le gilet en manifestation ou tentent de poursuivre l'activité militante initiée depuis 2018. Et pourtant, cette question qui semble inactuelle, à certains égards, aujourd'hui a un retentissement bien particulier dans la mesure où l'actualité nous présente ici une inflation historique qui commence déjà à nous toucher et qui va nous toucher de façon plus marquée, et inflation qui va toucher le prix des matières premières et notamment des carburants. Or, comme nous le savons, le mouvement des Gilets jaunes est né suite justement à l'annonce d'une augmentation du coût des carburants. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est vont-ils revenir ? Bon. Alors, au-delà des contingences de l'actualité, l'intérêt de réfléchir à ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un intérêt qui nous regarde directement et qui est en lien avec le thème choisi pour sa rencontre de Sophie, à savoir le peuple. En effet, faut-il voir dans les Gilets jaunes une expression de la volonté populaire ? Comment d'ailleurs comprendre la volonté populaire ? Qu'est-ce qui peut l'incarner et sous quelle forme ? Alors, il ne s'agira pas ici de dire la vérité de ce que sont ou ont été les Gilets jaunes, mais d'essayer de penser ce mouvement de notre histoire récente au moyen des classiques de la philosophie politique, et notamment du contrat social de Rousseau, qui nous permettra de revenir sur la définition de ce qu'est un peuple. Désolé pour le manque d'originalité ici. Alors, on va initier cette réflexion sur le mouvement des Gilets jaunes en nous appuyant sur l'alternative qui a pu se présenter dans le débat public. Les Gilets jaunes représentent-ils un mouvement populaire ou ne sont-ils que la manifestation d'une réaction populiste ? Alors, c'est une alternative qui n'est pas sans conséquence. Si les Gilets jaunes ont pu constituer l'expression de la voix du peuple, alors on peut considérer que la non prise en compte des revendications qu'ils ont exprimées place le gouvernement actuel dans une situation d'illégitimité au regard des exigences démocratiques. Pire encore, on pourrait qualifier, suivant cette hypothèse, le dispositif policier conséquent déployé au cours des manifestations de Gilets jaunes d'instrument de répression. C'est en tout cas ce que tendent à établir les travaux de l'anthropologue et universitaire Alain Berthaud, qui s'est intéressé de près à la question des violences policières en manifestation. Dans un colloque tenu à Paris en octobre 2019, à l'École des hautes études en sciences sociales, Alain Berthaud recense ici 381 affrontements entre forces de l'ordre et manifestants entre le 18 novembre 2018 et le 29 juin 2019 dans 99 villes différentes. Alors, pour mettre en perspective un petit peu les chiffres, on est là face à un nombre d'affrontements sur une période d'1 an et demi, 5 fois plus nombreux que sur chacune des 10 dernières années prises isolément. Toutefois, si l'on considère notre autre hypothèse, l'autre partie de l'alternative, si l'on considère que les Gilets jaunes ne représentent pas la voix du peuple, mais la manifestation d'une réaction populiste, alors il n'est plus permis de parler de répression policière, mais il faut ici parler plutôt de maintien de l'ordre. Par ailleurs, au vu des images témoignant des scènes de violence qui ont pu être montrées dans les médias, on pourrait d'ailleurs s'inquiéter de ce mouvement des Gilets jaunes, se demander ici s'il ne s'est pas agi d'une manifestation de violence incontrôlée ou, plus inquiétant encore, d'une tentative de prise de pouvoir par des particuliers contraires à l'intérêt général. Alors, pour comprendre justement cette alternative, il va nous falloir revenir sur les définitions qui la soutiennent, et notamment les définitions des termes populaire et populiste. Et enfin, nous examinerons la possibilité d'une troisième voie qui nous permettrait de penser ce mouvement des Gilets jaunes en sortant de l'opposition binaire qui sert de point de départ à notre réflexion. Alors, l'hypothèse d'un mouvement populaire, les Gilets jaunes qui seraient la voix du peuple. Alors, on va prendre ici le terme populaire dans son acception la plus courante. Est populaire ce qui est à la faveur de la population, ce qui entraîne l'adhésion du grand nombre. Alors, il faudra rappeler ici que le mouvement des Gilets jaunes est né d'un appel à manifester à Paris et à occuper les ronds-points dans toute la France, appel lancé sur les réseaux sociaux suite à l'annonce d'une augmentation du prix des carburants. Cet appel, qui a été lancé par un internaute, est devenu viral, ce qui semble confirmer, en première instance, l'hypothèse d'un mouvement populaire. D'autres faits pourraient, ici, soutenir cette hypothèse. Premier fait, le nombre de manifestants aux premiers actes du mouvement. Alors, on a toujours ici une polémique en ce qui concerne les chiffres. Nombre de participants aux premiers actes du mouvement sont, dirons-nous, dénombrés à 300 000
manifestants par le ministère de l'Intérieur, 1 300 000 par le syndicat France Police. Si on retient le chiffre le plus favorable à notre hypothèse, le mouvement des Gilets jaunes serait ainsi la manifestation sociale la plus conséquente depuis le mouvement contre la réforme des retraites en 2010. Autre point ici, qui semblerait soutenir la popularité du mouvement, ce sont les résultats des sondages. Sondages qui ont été fournis par la plupart des instituts, IFOP, OpinionWay, pour ne citer que les plus connus. De manière assez uniforme, les sondages plaçaient jusqu'au dernier moment des temps forts des Gilets jaunes, c'est-à-dire jusqu'en février 2019, un taux de sympathisants au mouvement dans la population compris entre 65 et 75%. Et ce, quelles que soient les zones géographiques considérées, quelles que soient les régions en France, quel que soit ici le lieu d'habitation, ville ou campagne, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, donc c'est-à-dire aussi bien chez les CSP+, que chez les ouvriers, aussi bien également chez ceux qui se disent de gauche que de droite. Alors on a une exception cependant dans ces sondages, ce sont les personnes se revendiquant comme sympathisants du mouvement La République En Marche et des mouvements politiques centristes, qui ici présentent une proportion inversée entre soutien au mouvement et détracteurs par rapport au reste de la population. Cependant, suffit-il qu'un mouvement soit populaire, au sens où l'a entendu, pour être représentatif de la volonté du peuple ? Et donc, il va falloir voir un peu ce qui définit un peuple. Et on va prendre, comme on l'a dit, notre définition dans le contrat social de Rousseau, plus précisément au chapitre 5 du livre 1. Dans ce chapitre, Rousseau définit le peuple à travers une distinction entre agrégation et association. Un peuple, ça n'est pas une somme d'individus soumis de fait à une même puissance. C'est un corps social né d'une volonté unanime de vivre ensemble et d'organiser la vie sociale. Cette volonté donne lieu à l'établissement de ce que Rousseau nomme un contrat social, ici. Contrat social qu'il va traduire dans ces termes. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance, sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Alors comment comprendre cette formule ? Il faut entendre ici que chaque individu, désireux de faire peuple avec les autres, s'engage à se soumettre sans réserve à la volonté du peuple, c'est-à-dire à obéir à la loi qu'il exprime, mais obtient en retour la protection du corps social qui lui garantit notamment la préservation de sa personne, de sa liberté et de ses biens. Oui, mais comment cerner la volonté générale une fois que le peuple est constitué ? Et là, nous tombons face à une difficulté. Rousseau nous dit, pour faire peuple, il faut qu'il y ait unanimité. Il faut que tout le monde ait envie de faire peuple. Mais une fois que le peuple est constitué, où résidera la volonté générale ? Comment pouvoir la comprendre, la cerner ? Alors la volonté générale, elle ne peut plus se définir par l'unanimité. On verrait d'ailleurs difficilement comment gouverner un pays tel que la France, avec 67 millions d'habitants, s'il fallait gouverner à l'unanimité, tant il peut y avoir de conceptions différentes de l'intérêt général. La volonté générale ici n'est pas non plus l'idée majoritaire au sein du peuple. La volonté générale ne saurait être confondue avec la volonté de la majorité. On pourrait ici l'expliquer de la façon suivante. La défense des droits d'une minorité, par exemple, peut être une mesure d'intérêt général. On va prendre ici un exemple qui va être assez parlant pour tout le monde. Depuis 2005 en France, il existe une loi qui oblige les établissements recevant du public à se rendre accessibles aux personnes en situation de handicap. On est là face à une loi qui, factuellement, donc, du coup, concerne seulement les personnes en situation de handicap. Alors on pourrait tout de suite dire, on n'est pas à l'abri de l'être. Hélas, aucun de nos proches, ici, rencontre le handicap. Mais ce n'est pas cette raison-là qui fait de la mesure une mesure d'intérêt général. C'est l'idée, en fait, qui est derrière la mesure. Quelle est cette idée ? C'est le refus, ici, de voir une partie de la population exclue de la participation à la vie sociale en raison de son handicap. Et c'est en cela, ici, que la mesure est d'intérêt général. Alors, pour en revenir aux revendications des Gilets jaunes, s'agissait-il de revendications d'intérêt général, ce qui ferait justement des Gilets jaunes un mouvement exprimant la voix du peuple ? Alors, pour comprendre les revendications des Gilets jaunes, il faut d'abord ici faire un peu la sociologie des Gilets jaunes. Dans une tribune du journal Le Monde, parue le 12 décembre 2018, un collectif de 70 universitaires, sociologues, politistes et géographes établit une sociologie des Gilets jaunes à partir de 166 questionnaires administrés sur les lieux de mobilisation en France. De ces questionnaires, il ressort que l'essentiel, la majeure partie des personnes appartenant au mouvement des Gilets jaunes sont des personnes en situation de précarité ou en voie de précarisation. L'enquête montre notamment ici une forte participation des femmes issues de milieux populaires, traditionnellement beaucoup moins visibles dans les autres conflits, avec un nombre également aussi important de primo-manifestants.
Alors, si on regarde un petit peu de plus près ces revendications, qui sont des revendications en première instance contre la vie chère, et notamment contre cette augmentation du prix des carburants, alors on pourrait interpréter ces revendications ici comme le refus de voir une partie de la population exclue de la vie sociale en raison de sa précarité. Ce qui ferait du coup, ici, des revendications portées par les Gilets jaunes, des revendications d'intérêt général. On peut remarquer également que d'autres revendications ont accompagné le mouvement, et des revendications qui touchaient ici aux conditions de la démocratie, à savoir des revendications en faveur d'une démocratie directe et populaire, opposée à une démocratie représentative jugée insatisfaisante. C'est quelque chose que l'on peut voir notamment à travers la revendication du RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne qui permet au peuple de proposer ou d'abroger une loi, l'ouverture de lieux d'accueil et de débat sous forme de maisons du peuple, dans la droite lignée de ce qui a pu se faire au XIXe siècle, au sein des mouvements ouvriers. Alors des maisons du peuple, il y en a eu au cours du mouvement, même dans la région. Il y en avait une à Saint-Nazaire, une également à Nantes, qui a fermé ses portes l'été dernier suite à une expulsion. On observe également d'autres pratiques qui semblent inscrire ce mouvement dans une volonté démocratique, notamment la pratique des assemblées générales sur les ronds-points, la réflexion sur la participation aux élections municipales qui suivaient les débuts du mouvement. Ainsi, il semble bien qu'il y ait un réel souci de voir le peuple s'exprimer à travers ce mouvement. Oui, mais depuis tout à l'heure, nous parlons des Gilets jaunes comme d'un mouvement uniforme aux revendications explicites. Or, si l'on s'intéresse de plus près également à cette sociologie des Gilets jaunes, ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas d'orientation politique clairement affirmée. C'est-à-dire qu'ici, les personnes participant au mouvement des Gilets jaunes, ou en tout cas se revendiquant comme telles ici, appartiennent à des bords politiques tout à fait différents. Il n'y a pas une idée politique uniforme qui surgit. On pourrait également rappeler que les préoccupations liées à l'exercice de la démocratie n'ont pas été ce qui a présidé justement la naissance du mouvement. Elles ne sont apparues que plus tard dans son histoire. N'avons-nous donc pas ici été un petit peu rapides en considérant que les Gilets jaunes portaient la voix du peuple ? C'est quelque chose justement que nous allons examiner de plus près à travers notre deuxième hypothèse. Les Gilets jaunes seraient une réaction populiste. Alors le terme populiste est un terme qui a changé de signification au cours de l'histoire. Nous allons le conserver ici dans son acception la plus commune, c'est-à-dire dans son sens le plus péjoratif, à savoir le populisme renverrait à une tendance politique qui consiste à flatter les passions de la foule, notamment par la critique du système politique et de ses représentants. Alors, une fois cela posé, il est question d'attiser les passions de la foule, il va quand même falloir définir la passion pour pouvoir comprendre les implications de notre hypothèse. Alors, on reprendra la définition qui est donnée par Spinoza au début de la troisième partie de l'éthique, lorsqu'il distingue notamment la passion de l'affect. Donc, je cite Spinoza, « J'entends par affection les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est accrue ou diminuée, secondée ou réduite, et en même temps les idées de ces affections. Quand nous pouvons être la cause adéquate de quelqu'une de ces affections, j'entends donc par affection une action, dans les autres cas, une passion. La passion, c'est donc ce que l'on éprouve sous l'effet non de notre volonté et de notre raison, mais des causes extérieures qui produisent un effet sur nous. La passion implique ainsi une forme d'impuissance de la volonté face à des forces qui la surpassent. » Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi le mouvement des Gilets jaunes serait-il de l'ordre de la réaction passionnelle ? Eh bien, si l'on revient sur ces sociologies des Gilets jaunes, dont on a pu dresser le portrait précédemment, on est face à des personnes qui sont majoritairement en précarité ou en voie de précarisation, dans une forme d'état de faiblesse, dirons-nous. À ce titre, on pourrait comprendre que la perspective d'une augmentation des prix des carburants ait pu susciter une colère, voire une forme de désespoir. Dans la viralité de l'appel à manifester, qui a lancé justement ici ce mouvement des Gilets jaunes, on peut aussi observer quelque chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement organisé, qui a été pensé et préparé en amont par des personnes partageant une même idée politique. C'est bien un mouvement spontané, apparu en réaction à l'actualité, dans un contexte propice à la survenue de tels événements. Ce n'est que dans un second temps, une fois le moment de la réaction passé, que des revendications politiques telles que le RIC sont apparues. Les débuts du mouvement sont majoritairement marqués par un dégagisme fort, avec une forte présence d'un mot d'ordre non pas affirmatif mais négatif, à savoir Macron démission, une critique du système et des élites, pas toujours d'ailleurs clairement définie au demeurant, ce qui semble là encore inscrire le mouvement dans la réaction populiste.
Les Gilets jaunes ne représenteraient ainsi pas la volonté du peuple, mais renverraient plutôt à la convergence contingente de volontés particulières, affectées par des mêmes causes, suivant des modalités similaires. Les passions étant changeantes suivant les causes qui nous affectent et la façon dont nous nous laissons affecter par celles-ci, on saurait voir, suivant cette hypothèse, le mouvement des Gilets jaunes comme un engagement politique à même de faire émerger une volonté commune. Alors ça, c'était pour l'opposition binaire qui reprend globalement le débat qu'il y a eu au moment des Gilets jaunes. Maintenant, nous allons essayer de penser, suivant une troisième voie, ce mouvement. Et la voie ici que je vais proposer, ça va être l'hypothèse des mouvements de jaunes comme un mouvement de classe. Alors ce terme de classe ici, il est directement emprunté à la pensée de Marx. Marx qui fait état, rappelons-le, d'une division de la société à partir de l'avènement du capitalisme au XIXe siècle, en deux classes distinctes. D'un côté, la bourgeoisie, qui détient les moyens de production et plus généralement les capitaux économiques, symboliques et culturels, et de l'autre, le prolétariat, qui ne détient pas les moyens de production et donc se trouve contraint de vendre sa force de travail pour gagner sa vie. Bourgeoisie et prolétariat entretiennent des rapports antagonistes en raison de leurs intérêts contradictoires, le bourgeois ayant intérêt à accaparer au maximum la valeur ajoutée, ou plus-value, produite par le travail des prolétaires, et les prolétaires ayant intérêt à refuser cet accaparement de la plus-value et l'exploitation qu'il implique. Alors évidemment, cette hypothèse à peine posée, deux objections surgissent. Ce ne sont pas l'ensemble des prolétaires qui sont devenus gilets jaunes. Et les gilets jaunes eux-mêmes ne se sont pas définis comme un mouvement de classe. Si nous voulons soutenir cette hypothèse, nous ne pouvons le faire ainsi qu'en distinguant l'appartenance à une classe et ce qu'on peut appeler la conscience de classe. Alors, je vais lire ici une définition de la conscience de classe qu'on trouve chez Georges Gurvitch dans son analyse de la dialectique de Marx. Définition qui est la suivante. Le rôle de la conscience dans les cadres sociaux et leur structuration se manifeste encore d'une façon directe par la conscience de classe, car une classe ne se constitue définitivement, d'après Marx, que par une prise de conscience de son existence, par une affirmation consciente de la solidarité au sein d'une classe. C'est pourquoi, lorsque Marx parle du prolétariat, tout en constatant son existence virtuelle du fait de son rôle dans la production, il dit que pour que le prolétariat puisse se constituer ou se former en classe, il lui faut d'abord prendre conscience de soi, ce qui, pour le prolétariat, revient à une prise de conscience de la nécessité d'une révolution radicale. Donc si l'appartenance à une classe est factuelle, la conscience de classe qui donne à la classe son unité doit être conquise. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi les gilets jaunes n'ont pas conscience de classe ? Alors la réponse, on peut la trouver là encore chez Marx, que reprend Gurvitch. Donc ce mot de Marx qu'il retranscrit tel quel, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience. Autrement dit, ce sont nos conditions matérielles et historiques d'existence qui conditionnent notre façon de nous penser et de penser le monde qui nous entoure. Or, les conditions matérielles n'étant pas les mêmes pour tout le monde au sein d'une même société, on peut aisément comprendre du coup les inégalités dans la capacité à prendre conscience de sa situation dans le monde et sa situation sociale. Alors en conclusion, quelle perspective pour le mouvement des Gilets jaunes ? Alors nous ne sommes pas devins, on ne peut pas prédire ce qui va arriver, on ne peut pas vous dire aujourd'hui les Gilets jaunes vont revenir ou ne pas revenir, ils vont revenir comme avant, ou revenir sous la forme d'un nouveau mouvement. Ce que notre réflexion nous permet d'affirmer cependant, à travers cette idée notamment de conscience de classe, c'est que l'issue d'un mouvement social est intimement dépendante de la façon dont il est pensé par ceux qui y prennent part. Je lirai ici encore un extrait de Dialectique et sociologie de Gurvitch, extrait qui est assez court et qui montre bien cette nécessité de la conscience dans l'action politique. Un autre aspect du mouvement dialectique propre à la réalité sociale est celui des forces collectives. Ces forces collectives sont irréductibles aux forces individuelles et ne constituent nullement dans leur somme, car dans un groupe, dans une classe, dans une société, les efforts associés produisent des forces centuplées. Or, ces forces collectives peuvent devenir destructrices, sombres, opprimantes et menacer l'existence même de la société et surtout son élan vers la création. Ce n'est que par l'affirmation de l'élément antinomique de la raison collective qui combat les abus des forces collectives et par cela même les dirige que ces forces deviennent des activités productives et créatrices. À son tour, la raison collective détachée des forces collectives n'est qu'une chimère, plus dangereuse encore que la raison individuelle. Ce n'est que la dialectique entre force collective et raison collective, dont le combat toujours renouvelé constitue la trame de la réalité sociale, qui révèle le caractère effectif de cette dernière. Donc si un mouvement apparaît suite à l'émergence d'une conscience de classe, on peut retenir quand même que la seule issue acceptable pour ceux qui y prendront part sera la révolution. Et il ne suffira pas de contenir par la force publique le mouvement pour anéantir évidemment une volonté révolutionnaire affirmée. L'expérience du mouvement des Gilets jaunes, dans tous les cas, n'est pas anodine, dans la mesure où elle a marqué les consciences.
il ne semble pas imprudent de penser qu'elle aura des répercussions sur les mouvements sociaux à venir. Quant à savoir lesquels, ce sera l'histoire qui nous le dira, mais surtout ce que le peuple en fera.